L'écho des campagnes, la série qui met en avant des agriculteurs, des entrepreneurs, des techniciens et des scientifiques qui travaillent avec passion à la transformation de l'agriculture française et à la transition agroécologique. Un podcast pensé et réalisé par Écosystème, entreprise qui accompagne les acteurs de l'agriculture vers la transition agroécologique. En partenariat avec l'Allemand Plantcare. Bonjour à tous, nous sommes en direct du Salon international de l'agriculture, Porte de Versailles, l'édition 2023. Et nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Béatrice Dingli, qui est la directrice de Vivea. Bonjour Béatrice. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Béatrice Dingli, donc je suis directrice générale de Vivea, le fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise agricoles. Très bien. Et beaucoup d'agriculteurs et beaucoup de personnes dans le monde de l'agriculture connaissent Vivea, mais peut-être de loin. Est-ce que vous pouvez repréciser un petit peu la mission de cet organisme ? Donc Vivea finance la formation professionnelle des chefs d'entreprise agricoles et nous avons également une deuxième mission qui est le développement de la formation professionnelle continue auprès des chefs d'entreprise agricoles. Donc nous orientons la formation, nous passons des commandes auprès des organismes de formation agricoles ou autres d'ailleurs pour accompagner les agriculteurs dans leur transition professionnelle. D'accord. Et aujourd'hui, quels sont vos mandats ? Vous parlez de transition, donc quelles sont en fait les grandes thématiques sur lesquelles vous souhaitez pousser des transitions ? Nous travaillons avec 450 élus donc, qui sont issus des organisations professionnelles agricoles, les chambres d'agriculture notamment, les syndicats agricoles, donc la FNSEA, Coordination rurale, Confédération paysanne et les jeunes agriculteurs. Et ce sont donc ces élus qui analysent et partagent les besoins des chefs d'exploitation, également dans une vision prospective, donc à savoir quels seront demain les impacts sur les exploitations agricoles en fonction des contextes présents et à venir. Et nous retraduisons ces impacts en compétences à acquérir. Alors c'est un peu technique, mais nous faisons cet exercice à peu près tous les 3 ans. Et donc nous essayons, en face de chaque impact à venir sur les exploitations agricoles, nous essayons de déterminer des compétences en formation professionnelle de façon à ensuite construire des appels d'offres auprès des organismes de formation pour qu'ils construisent une formation en réponse à ces impacts. Donc notre objectif, c'est vraiment de préparer les exploitants agricoles et les chefs d'entreprise, qu'ils soient nouvellement installés ou installés depuis plusieurs années, et de les aider à répondre aux enjeux sociétaux, mais aux enjeux aussi climatiques ou agroécologiques d'aujourd'hui et de demain. Et donc, si j'ai bien compris, c'est un fonctionnement collégial. Vous allez déterminer en fait des politiques de formation et des thématiques. Donc j'ai 2 questions. La première, vous avez dit que vous vous réunissiez tous les 3 ans. Donc est-ce qu'on est plutôt en début de ce mandat ou à la fin de ce mandat ? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, quelle est l'orientation forte aujourd'hui ? Quels sont les axes forts ? Vous avez parlé sans doute de technique, d'agronomie, de problèmes sociaux. Voilà, quels sont aujourd'hui les axes de formation sur lesquels la profession estime qu'elle a des lacunes et qu'elle doit avancer ? Nous réunissons donc nos élus 4 fois par an. Donc on a une mandature qui correspond à la mandature des chambres d'agriculture. Et donc les élus ont mis en place un plan stratégique de développement de la formation avec 5 axes prioritaires. Un premier axe sur conforter la position du chef d'entreprise qui concerne davantage le pilotage et la stratégie de l'entreprise. Donc cet axe est intéressant parce qu'il permet à l'agriculteur de revisiter sur 3-4 ans où il veut emmener son exploitation. On a un deuxième axe sur la création de valeur. Donc là, on est sur tout ce qui est commercialisation des produits, recherche de valeur ajoutée. Donc on travaille aussi sur la certification des exploitations. On accompagne par la formation. Un troisième axe qui concerne donc plutôt les enjeux climatiques, le bien-être animal et la préservation de l'environnement. Un quatrième axe, la gestion des ressources humaines, et puis le bien-être au travail qui est, je pense, très important aujourd'hui pour les chefs d'entreprise. Et un cinquième axe qui est né en 2021 et qui concerne le déploiement des solutions digitales
pour accompagner les agriculteurs dans leur choix en matière de robotique, numérisation sur les exploitations de façon à alléger aussi les charges de travail. Donc si on voulait faire un petit bilan de la formation professionnelle continue des chefs d'exploitation en France aujourd'hui, donc on sait on a à peu près 400 000 exploitations agricoles, quels sont les grands chiffres, combien de personnes se forment chaque année, quel volume et quels sont les axes de formation qui sont les préférés de ces chefs d'exploitation? Alors en 2021, donc 2022, là on va sortir les chiffres puisqu'on consolide nos arrêtés de compte, mais en 2021, on a financé 173 000 stagiaires sur les 430 000 à peu près chefs d'exploitation. 173 000 stagiaires en sachant qu'on a des personnes qui font entre 1 et 5 stages. Ce sont toujours des stages courts, on finance plutôt du court, c'est-à-dire des formations de 7 heures, maximum 14 heures. C'est un peu aussi ce que le chef d'entreprise peut se permettre en termes de liberté, parce que quand il n'est pas sur l'exploitation, c'est quand même toujours plus difficile pour lui que pour un salarié. Donc 173 000 stagiaires, 2 millions d'heures stagiaires financées par Vivea, donc pour un montant de 45 millions d'euros. C'est quand même aussi important en masse financière. Et des axes, aujourd'hui, les deux principales thématiques sur lesquelles les agriculteurs se forment, c'est notre priorité environnement, climat et bien-être animal, et bien sûr tout ce qui concerne la production végétale et la production animale. Les autres thématiques sont aussi servies, mais pas à un montant aussi important. Donc ça représente 400 000 heures stagiaires en environnement et changement climatique, bien-être animal, et 400 000 heures stagiaires sur tout ce qui est technique de production végétale et animale. Alors on a des chiffres impressionnants, donc si j'ai bien retenu, on a à peu près 25% des agriculteurs qui vont se former chaque année. Est-ce que ça veut dire que l'ensemble des agriculteurs se forment mais une fois tous les 4 ans? Ou est-ce qu'en fait on a encore quand même une grande majorité d'agriculteurs qui ne veulent pas se former, qui s'estiment satisfaits de leur situation? Quel est votre constat là-dessus et est-ce qu'on a des pistes d'amélioration? Nous avons analysé nos bases de données, bien entendu on les analyse chaque année et on s'aperçoit qu'on a un taux de rotation de 50% tous les 2 ans. Donc ça veut dire que ce ne sont pas toujours les mêmes qui se forment et finalement pratiquement un agriculteur sur 2 vient en formation une année sur 2. On sait qu'on a à peu près 10% des agriculteurs qui ne se forment pas, mais souvent ce sont des agriculteurs qui sont âgés, qui sont en fin de carrière ou qui n'ont pas demandé leur retraite, donc ils peuvent rester exploitants. Les tranches d'âge sont à peu près les mêmes. On a à peu près 30% des personnes qui sont entre 30 et 35 ans. Et on a une tranche entre 35 et 45 qui se forme également très fortement chaque année. Et je dirais que depuis à peu près une dizaine d'années, la pyramide des âges ne se déforme pas. Donc beaucoup de formations en début de carrière et ensuite en milieu de carrière, puisque à un moment donné, l'exploitant va repartir sur un nouveau cycle d'investissement, va modifier aussi ses systèmes d'exploitation et donc va avoir forcément besoin de formation pour se conforter dans ses prises de décision. Donc en fait, on peut plutôt dire que la formation professionnelle continue est une habitude chez les agriculteurs qui ont souvent accès. J'ai envie aussi de poser une question dans le cadre de ce podcast où on traite de la transition agronomique et agroécologique des systèmes de culture. Vous avez abordé le sujet tout à l'heure en parlant de résistance au changement climatique, services environnementaux. Quel est votre mandat aujourd'hui sur ces sujets-là précisément? Quel est l'objectif de la formation et donc quelles sont les compétences que la profession juge nécessaires à la production agricole aujourd'hui? Ce sont des thématiques qui sont majeures, c'est-à-dire les élus agricoles ont pris conscience depuis 2010 à peu près que l'agroécologie et la conduite d'une exploitation en résilience était importante. Alors ça s'est fait, donc on est déjà en 2023, donc ça fait 13 ans qu'on y travaille
Et je dirais qu'il y avait des régions en France qui étaient déjà très sensibilisées parce qu'avec des problèmes de sol, parce qu'avec des problèmes d'eau, notamment les régions plutôt du sud-ouest et du sud-est. Et aujourd'hui, finalement, ce sont toutes les régions qui travaillent sur ce qu'on appelle l'agroécologie ou la multiperformance, avec une interrogation sur la conduite des systèmes, avec des couverts végétaux, avec des rotations de culture, avec des diminutions aussi de certains intrants, de l'implantation de plantes nouvelles. Je pense que de plus en plus, c'est un sujet finalement qui aujourd'hui ne fait plus débat. Maintenant, il y a de l'acquisition technique à faire, parce que c'est quand même assez compliqué. Et donc, il faut vraiment de la formation pour accompagner les agriculteurs afin d'une part, qu'ils sachent que quand ils partent, quand ils réorganisent leur système, ça amène aussi un risque sur l'exploitation. Et on essaye justement de les accompagner au maximum par la formation pour diminuer ce risque. Et je le dis souvent, quitte à me répéter, mais la formation, comme ce sont des formations collectives, c'est aussi un lieu de réassurance. Donc on peut mettre en place un système, une nouvelle technique qui peut échouer parce que le climat n'est pas au rendez-vous, parce que voilà, il y a des incidents dans l'année. Et surtout, il ne faut pas que l'agriculteur se décourage et recommence. Et c'est avec ses pairs en fait qu'il va se conforter et qui va dire je le refais sur une prochaine année. Je pense, je crois que c'est juste. Finalement, un système qui est modifié, il faut 5 ans à peu près pour que ça s'installe et qu'on revienne sur des rendements à peu près identiques à ce qu'on faisait avant, en culture classique. Et je crois qu'aujourd'hui, les agriculteurs, alors ils sont très suivis. On travaille avec des groupements de développement, on travaille avec les organisations aussi agricoles, des formateurs aussi qui sont de plus en plus spécialisés. On a eu beaucoup de mal en 2010 à avoir des formateurs finalement spécialisés. Et on a travaillé avec l'INRA pour former les formateurs. Donc c'est toujours un gage aussi pour nous d'avoir des formateurs qui soient au top pour déployer ces formations, intéresser l'agriculteur. Alors je dirais pas le convaincre, mais d'apporter vraiment l'expertise. Sur le changement climatique, on a travaillé avec l'ADEME à partir de 2014 et finalement aujourd'hui on voit que la loi d'orientation agricole met le focus sur le changement climatique. Donc ça fait 8 ans maintenant qu'on y travaille avec des bases de données qui sont enrichies et qui permettent justement de mettre en place des formations intéressantes, construites, pragmatiques et qui répondent à l'agriculteur. Notre mission, quelque part, c'est d'être toujours un peu en avance, donc en avance de 3-4 ans, pour finalement monter en puissance et pouvoir ensuite déployer un sujet qui est de plus en plus... les sujets sont complexes et accompagner au mieux les agriculteurs. Ça m'amène la question suivante qui est en fait les moyens de la formation. Donc moi-même je suis un formateur et donc je suis à votre contact de manière directe ou indirecte depuis de nombreuses années. Je fais de la formation depuis 15 ans. Et c'est vrai que traditionnellement la formation c'est donc une journée de 7 heures avec un groupe de 8 à 15 personnes. Et traditionnellement on va donc avoir une présentation de l'expert sur son savoir. Ça se passe souvent avec des diapositives projetées en salle, en groupe, suivi ou non d'une partie sur le terrain où on va mettre en œuvre l'apport de connaissances de la matinée. Et on s'aperçoit en fait que la formation évolue, il y a de nouveaux outils qui apparaissent. Vous avez parlé du numérique et du digital, mais pas seulement. Il y a aussi des outils pédagogiques, d'intelligence collective, d'ateliers, de serious game, etc. On voit aussi qu'il y a de nouveaux formats. La formation collective est intéressante, mais elle peut être complétée par de la formation individuelle. Aujourd'hui, en fait, puisque vous prenez 3 ou 4 ans d'avance, quel est votre laboratoire aujourd'hui sur les moyens que doivent développer des formateurs ou des organismes de formation pour être efficaces, c'est-à-dire pour que ça se transforme derrière en résultat sur le terrain? Je pense que les agriculteurs aujourd'hui sont unanimes pour dire dans une formation collective, il faut qu'on ait de l'échange entre pairs. Effectivement, c'est pas le formateur qui déroule son diaporama. Je dirais que ça ne devrait plus exister.
On est sur plutôt un groupe qui est animé par un expert et les pairs entre eux échangent, apportent leur propre expertise et puis ils vont un peu plus loin justement avec l'expert. Vivea a pour mission aussi de faire évoluer les modalités pédagogiques tout en restant dans le cadre fixé par le Code du travail, qui est quand même très encadré aussi au niveau de la formation professionnelle. Donc on a réfléchi sur des modalités mixtes avec du présentiel et du distanciel, sachant que des tests qui avaient été faits sur de la formation complètement ouverte et à distance n'étaient pas probants. L'agriculteur a besoin de lutter quelque part contre son isolement de chef d'entreprise et il souhaite quand même se rencontrer avec ses pairs pour échanger et se réassurer, comme on l'a dit tout à l'heure. La formation mixte digitale, ça permet effectivement de mettre à disposition des ressources. L'agriculteur dispose de son temps, de ses heures pour aller découvrir des ressources et puis ensuite s'organiser et que la formation soit vraiment efficiente lorsqu'elle se tient en présentiel, qu'il puisse vraiment rentrer dans le vif du sujet sans, comme vous le disiez très justement, on passe 1 heure ou 1 heure et demie à faire le tour, à perdre un petit peu de temps finalement en présentiel. Donc ce sont des formations avec des formats qui sont assez simples. Par contre, ça demande de l'ingénierie de formation assez pointue. Et on a embarqué les organismes, bon nombre d'organismes dans ce format depuis 2014. On s'était surtout posé la question pour les jeunes qui s'installent, qui sont plutôt, je dirais, adhérents à ces méthodes dès le départ, puisque finalement ils naissent quasiment avec un smartphone dans la main. Donc on sait bien qu'à l'avenir, ils ne supporteront pas d'être 7 heures en présentiel. On travaille aujourd'hui pour revoir, pourquoi pas, la durée des formations. Il faut vraiment que ce soit de la formation. Et puis, on essaye aussi de privilégier de plus en plus ce qu'on appelle de l'appui individualisé. Donc on sait bien qu'une formation en présentiel, c'est un sujet qui est abordé avec un groupe et que de ces échanges peut émaner une question spécifique sur l'exploitation de l'agriculteur et il peut avoir besoin de travailler après avec son formateur en face à face pédagogique. Donc c'est une modalité qu'on a mis en place depuis février de cette année. On appelle ça l'accompagnement individualisé, donc avec des critères bien précis. L'objectif, c'est pas d'apporter les solutions à l'agriculteur, mais c'est de le faire travailler de façon à ce que lui-même trouve ses solutions. On est toujours sur gagner en autonomie par la formation. Il y a aussi une autre frustration du formateur que je suis, qui est, on a parlé tout à l'heure de format de formation court, 7 heures, éventuellement 14 heures plus rarement. Et où on voit des groupes, on arrive à construire donc, de manière très brève et très temporaire des moments forts, du partage et de l'émulation. Et souvent derrière, on a une espèce de retombée de soufflet. Ces groupes, on ne les suit pas forcément dans la durée, puisque ça dépend. Généralement, ils aiment voir plusieurs formateurs les uns après les autres. Et que pensez-vous justement du développement de cursus dans la durée qui permettent d'accompagner des groupes justement avec des formats plus souples qui combinent un peu de présentiel, de digital, etc. Est-ce que vous pensez que c'est un format d'avenir et quelles en sont les limites? Comment est-ce que vous voyez les choses? C'est l'idéal. Alors en tant que ingénieur en formation, je pense que le maillage formation et ensuite accompagnement sur le terrain individuel, donc qui pourrait être du conseil, est l'idéal. C'est-à-dire si on peut avoir vraiment un plan de formation pour l'agriculteur sur plusieurs mois, voire plusieurs années, que l'agriculteur s'engage, c'est-à-dire adhère à ce plan de formation de compétences comme un plan de formation de compétences de l'entreprise. Le salarié, il a aussi son plan de compétences. C'est ce qui permettrait justement à l'agriculteur de pouvoir faire toujours le lien entre la formation, ce que je mets en pratique sur mon exploitation, repartir en formation si nécessaire au regard de l'analyse, peut-être des difficultés ou des leviers, de façon à ce qu'il puisse partager aussi avec son groupe.
Vraiment, c'est l'idéal. Alors, on a des groupes qui travaillent déjà comme ça. Par exemple, les groupes de producteurs qui se suivent. C'est un groupe qui se connaît, un groupe collectif. Ils partagent. Ils peuvent se voir en achetant leur matériel, discuter. Tiens, dans mes parcelles, j'ai vu ça, j'ai telle difficulté. C'est-à-dire, la formation, elle ne s'arrête pas à la salle de formation ou à la vidéo qu'on fait avec le formateur. C'est-à-dire ils continuent à discuter de leurs problématiques et ça enrichit, ça leur permet de se conforter au fil du temps et d'y aller et d'aller sur la transition. De toute façon, on sait bien, le mot transition, ça veut dire que ça prend du temps. On est sur une échelle de temps qui est longue et accompagner la transition, c'est accompagner avec plusieurs modalités mais sur un temps long. Merci beaucoup Béatrice. Merci à vous. Puis bon salon. Merci, vous aussi, très bon salon et bonne continuation dans vos projets. Merci beaucoup.